Bonjour mes chers élèves, ravi de vous rejoindre. Je suis Ilham, votre prof d'économie générale et statistique. Ravi de vous rejoindre toujours dans notre quatrième partie, le développement et les perspectives d'évolution concernant la mondialisation. On va traiter, comme vous avez constaté la dernière fois, dans notre dernière séance, on a pu traiter la mondialisation ainsi que ses manifestations. Pour notre séance, il va être consacrée aux effets de la mondialisation. On va débuter par les effets économiques de la mondialisation sur les flux d'échange, sur les marchés, les firmes, etc. Alors, sur les effets économiques de la mondialisation sur les flux d'échange, comme effet positif, on peut constater la baisse spectaculaire des coûts de transport et de communication parce qu'il peut se produire un mouvement de libéralisation des échanges commerciaux. Alors, aussi bien une extension des marchés, source de croissance mondiale, la montée en puissance de blocs régionaux de nouveaux partenariats, une intégration des pays et des blocs régionaux assortis de la spécialisation des pays, le développement des investissements directs à l'étranger et de transfert de technologies. Concernant les effets négatifs, on peut dire que la mondialisation oriente exclusivement les flux d'échange et d'investissement direct à l'étranger du nord vers le nord, laissant en marge, bien sûr, à la périphérie des pays du sud, même si un vaste mouvement de réorientation se fait ressentir, notamment avec la montée en puissance. Pour les effets de la mondialisation sur les marchés, on peut constater comme effet positif l'extension et interpénétration des marchés, aussi bien la création d'unités nationales de production à l'étranger, l'interconnexion permanente des marchés en raison des décalages des fuseaux horaires. Pour les effets négatifs, on peut dire que la mondialisation exerce une certaine pression sur les marchés financiers interconnectés 24 heures sur 24 heures, ce qui nécessite au sein de chaque pays ou zone régionale la fixation d'un objectif impératif de stabilisation des prix et de la monnaie. Celui-ci ne peut être réalisé qu'au détriment de l'emploi et du chômage. Aussi bien les marchés financiers des biens et des services du capital évincent les plus fragiles, notamment ceux qui sont diminués en actifs en qualification. Pour les entreprises nationales, comme effet positif, on peut dire que la mondialisation peut pousser ces entreprises à se développer, à développer leur stratégie de montée en gamme assimilée à une différenciation verticale pour échapper à la compétitivité. Aussi bien elle pratique la diversification des produits assimilés à une différenciation horizontale à base d'innovation. Cette stratégie génère une hausse des emplois qualifiés. Pour les effets négatifs, on peut constater des ajustements internes qui s'opèrent et passent par une pression accrue sur les salaires et un partage de la valeur ajoutée favorable au versement de dividendes par une course vers le bas des prix, des salaires et des coûts pour rester compétitifs, par un affaiblissement du collectif de travail comme les syndicats, ce qui pénalise les bas niveaux de qualification et freine la progression des salaires, fragilise aussi les droits sociaux et se solde par l'importation de biens et de services qui se substituent à la production nationale. Les entreprises aussi sont contraintes en permanence à la rationalisation de la production par substitution du facteur capital dû au travail en entraînant une menace réelle sur les bas niveaux de qualification, une recherche de délocalisation de la production
en vue de conquérir les marchés nouveaux lointains. Pour les firmes transnationales, on peut présenter comme effet positif de la mondialisation sur cette sorte d'organisation. On peut dire qu'elles sont à l'origine de flux massifs d'investissement direct à l'étranger et organisent de véritables marchés internes de rétrocession de biens avec leurs filiales. Aussi bien, ils peuvent délocaliser la production avec des effets positifs comme la baisse des coûts parce que la baisse des coûts libère une distribution de revenus supplémentaires qui peuvent être à l'origine d'un cercle vertueux dont les composantes sont la hausse du pouvoir d'achat, la baisse des coûts de production et la hausse de la productivité de la production et de l'emploi, le développement des investissements directs à l'étranger et de transfert de technologies. Pour les effets négatifs, on peut constater que ces firmes transnationales, ils mettent en concurrence acharnée les pays et les territoires, assortis forcément de gagnants et de perdants. Aussi bien ils deviennent des acteurs puissants et à travers les marchés internes et des flux d'échanges intra-firmes qu'elles organisent, elles sont à la source de suppression d'emplois nationaux. Pour les effets socioculturels, il est indispensable de faire traiter quelques définitions, comme l'acculturation. Il s'agit d'un ensemble des changements culturels résultant du contact prolongé entre cultures différentes. On peut désigner la différenciation culturelle, c'est le maintien ou bien le renouvellement des spécificités culturelles correspondant à des réactions de rejet d'une culture dominante. Aussi bien l'uniformisation culturelle, c'est une tendance à la convergence des goûts et des valeurs sous l'influence du modèle culturel occidental. On peut citer à titre d'exemple de l'uniformisation, par exemple, on peut citer l'américanisation de la culture, aussi bien l'occidentalisation de la culture, comme la tendance à la diffusion d'une culture globale par élimination des spécificités culturelles sous l'effet de facteurs multiples, l'homogénéisation de la demande sur le marché mondial de plus en plus intégré, normes de consommation standard, tourisme d'affaires et culturel, urbanisation croissante avec formation mégapole et ainsi de suite. Alors, pour les stratégies à adopter face à la mondialisation, on peut citer deux principales stratégies, l'intégration régionale ainsi que le développement de la compétitivité économique nationale. Pour la première, concernant l'intégration régionale, il s'agit l'internationalisation des économies développées et marquée dans la période contemporaine par le développement de processus d'intégration régionale, la transformation de ces blocs régionaux en structures hybrides est fortement liée aux chocs extérieurs et aux pressions qu'exerce sur leurs membres l'environnement international. Il s'agit de faire diversifier les échanges, de bénéficier des avantages de satisfaire les besoins des populations, aussi bien de faire constituer des bases fortes et solides dans une économie mondialisée, et ainsi de suite. Ces blocs se basent sur la proximité géographique, bien sûr, aussi bien sur les complémentarités économiques et les affinités historiques, ainsi que religieuses. Afin de faire quoi? Afin de faire réussir cette stratégie d'intégration. Pour la deuxième stratégie, il s'agit du développement de la compétitivité économique nationale. La croissance économique, comme
On sait très bien que la croissance économique est importante. Il permet un niveau de développement qui peut faire face à la compétitivité internationale. Il faut donc pouvoir bénéficier du commerce et de la spécialisation internationale en offrant des produits et services dans les meilleurs rapports qualité-prix. Alors, pour le Maroc, il doit s'intéresser au secteur compétitif tel que le tourisme, l'agroalimentaire, le textile, etc. Il faut également assurer le développement technologique, de l'informatique et les télécommunications. Il faut assurer la mise à niveau des entreprises qui n'ont pas d'autre choix que de s'intéresser au commerce mondial. L'État, dans ce cas, doit s'adapter au mouvement de la globalisation en jouant un rôle de régulateur, un rôle régulateur en supprimant les lourdeurs administratives qui constituent une entrave aux investissements directs à l'étranger. Alors voilà, mes chers élèves, j'espère bien que c'est bien compris. À la prochaine.